procureur général près la Cour d'appel de Dakar, Maître Mbaye Gueye, bâtonnier de l'Ordre des avocats, Monsieur Youssoufa Diallo, procureur de la République, auteur du livre, Monsieur le directeur des éditions Harmattan Sénégal, Dr Abdoulaye Diallo, chers amis de la presse, honorables invités, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin dans ce somptueux cadre des éditions Harmattan Sénégal, à l'occasion de la publication de l'ouvrage qui a pour titre « Le procureur de la République, la pratique du parquet » par les éditions Harmattan Sénégal, dans leur connexion Harmattan Sénégal, donc de novembre 2018. Cette cérémonie de présentation de dédicace de livre du procureur Youssouf Diallo, présidée par le garde des Sceaux, Monsieur le ministre, le professeur Ismaïla Madior Fall. Excellence, Monsieur le ministre, avec votre permission, avant de démarrer la cérémonie, on voudrait une fois de plus remercier toute l'assistance d'être venue donc assister à cette cérémonie. Mais juste avant, peut-être un petit résumé du livre. Ce livre, Le procureur de la République, la pratique du parquet de Youssouf Diallo, a été préfacé par Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly. Il parle du rôle et de la place du procureur de la République et de son parquet dans le fonctionnement du tribunal, du ministère public et de la justice en général, qui reste un enjeu de taille dans un état de droit. Cet ouvrage de 552 pages passe au peigne fin les tâches essentielles du ministère public. L'enquête, la mise en œuvre de l'action publique, l'audience et l'exécution des peines. Aussi sont examinées ces missions importantes, souvent méconnues dans le contentieux civil et commercial. Le parquet d'instance est ainsi mis en perspective pour un meilleur fonctionnement du service public de la justice à travers une étude descriptive et critique ponctuée de propositions avisées. Excellence, Monsieur le ministre, garde des Sceaux, professeur Ismaïla Madior Fall, la parole est à vous. Monsieur le procureur de la République, près le TGI de Mbour, Monsieur Youssouf Diallo, qui doit prendre fonction si ce n'est déjà fait, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous voici réunis pour les besoins d'une cérémonie malheureusement inhabituelle dans notre pays, parce que dans notre pays, ce n'est pas souvent qu'on se retrouve pour célébrer ou pour baptiser un livre, parce que bon, on n'écrit pas beaucoup, on n'écrit pas comme on devrait l'écrire, comme on devrait écrire plutôt. J'ai dit on n'écrit pas beaucoup parce que le Sénégal regorge de beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'expérience, beaucoup d'hommes capables de produire des connaissances ou du savoir dans un livre. Mais souvent, notre tradition d'oralité, mais aussi les contraintes sociales, professionnelles parfois, nous empêchent de nous livrer à l'exercice d'écriture d'un livre. Et Dieu sait que nombreux sont aujourd'hui les Sénégalais qui auraient pu partager leur savoir ou leur expérience dans un livre. Fort heureusement, il arrive que certains d'entre nous prennent leur courage à deux mains, prennent aussi de leur temps, s'organisent pour aménager la possibilité d'écrire un livre. Et c'est ce que M. Youssouf Diallo a réussi à faire. Il est parvenu à s'extraire de nos habitudes traditionnelles pour nous produire un livre de qualité. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour les besoins de la cérémonie de dédicace de ce livre. Et pour la cérémonie de dédicace du livre, il y a un panel qui verra intervenir dans l'ordre le docteur Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan Sénégal. Diallo, quand on évoque son nom au Sénégal, c'est d'abord un hommage. Un hommage à quelqu'un qui a réhabilité les livres dans notre pays. Pendant longtemps, nombreux, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, nombreux étaient les Sénégalais qui détenaient des manuscrits chez eux.
Nombreux étaient les Sénégalais qui avaient consigné leurs réflexions sur leur expérience ou sur la vie dans des manuscrits. Mais souvent, ces manuscrits ne pouvaient pas être édités. Parce qu'il n'y avait pas les possibilités d'éditer un livre. Et depuis que Diallo a ouvert l'Harmattan, la section Harmattan du Sénégal, ce problème est quasi résolu. Aujourd'hui, tout Sénégalais qui dispose de manuscrits qui répondent au minimum des standards de qualité d'un livre peut voir aujourd'hui son livre édité. Et c'est pour ça que depuis que l'Harmattan a ouvert, on a en réalité une augmentation phénoménale du nombre de publications. Une augmentation très importante du nombre de livres écrits sur le Sénégal par des Sénégalais ou bien sur l'Afrique de façon générale. Donc Diallo publie des livres, mais Diallo aussi offre le cadre aujourd'hui pour la vulgarisation, pour le lancement de ces livres. Je voudrais l'en remercier et je lui donnerai la parole tout à l'heure. Ensuite, il y aura la présentation de l'auteur par M. Salou Ndiaye, président du tribunal de grande instance de Fatick. Donc, l'ouvrage écrit par un magistrat et va être présenté par un magistrat, c'est bien. Ensuite, il va y avoir le mot du représentant du village de Bessir. Ça, c'est un village que je ne connaissais pas, Abodou Goudjabi. C'est un village qui est situé où? Dans le département de Bignona. Ah, c'est dans le Bignona, Bessir. Oui, ça, je ne connaissais pas. Pourtant, je suis Ziguinchorois aussi, mais je ne connaissais pas. Abodou Goudjabi. Ensuite, on aura le mot de M. Lansana Diaby Sibi, procureur général près la Cour d'appel de Dakar. Nous aurons le mot de l'auteur et le mot de Maître Mbaye. J'aurais inversé, je pense. Les derniers mots devaient revenir normalement à l'auteur, je pense. Enfin, en dehors de... Oui, c'est ça. Vous voulez que... Non, non, je parle avant lui, après vous l'autre. C'est pour... Bon, je sais que si c'est au procès... Ouais. Oui, c'est ça. Mais voilà, si c'est au procès, oui. Voilà. Mais je ne sais pas si les habitudes processuelles doivent être reproduites ici. Mais en tout cas, les habitudes de l'Harmattan, c'est que le dernier mot... Mais comme le procureur tient au respect des règles processuelles, on va lui donner la parole. Et puis voilà, on va donner la parole au bâtonnier de l'ordre des avocats. Mais monsieur le bâtonnier, en l'occurrence, vous n'aurez pas. Et vous clôturez. Voilà. Donc, quand même, voilà, je vais avoir le dernier mot. Non, non, non. Merci. Bon, sans perdre outre mesure du temps, je vais tout de suite donner la parole au docteur Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan. Les mots manquent, ce qui m'inquiète très rarement, comme vous le savez. Pourquoi? Parce que à chaque fois, vous ne tarissez pas d'éloges à mon égard. Je voudrais juste le signaler pour vous remercier de cette générosité. Mesdames, Messieurs, les membres de la grande famille de la justice, je ne vais pas distinguer des présidents, des avocats, des procureurs, mais juste dire la grande famille de la justice, chacun en son titre, en son grade et en sa qualité. Monsieur le procureur, cher auteur Youssoufa Diallo, Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais juste vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue chez vous. Pourquoi chez vous? Parce que vous êtes là à un endroit qui est dédié aux livres. Et tout un chacun qui s'intéresse aux livres est chez lui. Et votre présence ici en cette matinée du samedi, alors que après une semaine très chargée, vous auriez pu faire la grasse matinée, et vous avez choisi de venir répondre à notre invitation. Soyez-en remerciés, chacun en son titre, et me dire aussi surtout l'honneur et le plaisir que j'ai à accueillir cette cérémonie toute particulière. Pourquoi? Parce que le ministre Ismaël Madior Fall a dit que voilà maintenant une dizaine d'années qu'on a publié beaucoup de livres et qu'on a organisé beaucoup de cérémonies de lancement et de dédicaces. Mais c'est le premier livre qui est consacré au parquet, monsieur le ministre. Et Dieu sait que là, dans votre catalogue, entre 2009 et aujourd'hui, ce sont les livres de droit qui sont les plus nombreux. Mais c'est le premier livre qui est consacré au parquet. Et en cela, je voudrais quand même remercier et féliciter
le procureur Youssoupha Diallo, qui a été ce que nous appelons chez nous, dans notre jargon éditorial, un auteur très discipliné. Pourquoi? Parce que qui connaît, ce n'est pas le président Papa Santouré qui me dira le contraire, nous avons beaucoup de caprices, pour ne pas dire beaucoup d'exigences. Et à chaque fois, le procureur Diallo s'en est accommodé, toujours avec le sourire et toujours avec cette aménité qui le caractérise. Et en cela, quand même, je tenais à vous remercier au nom de mon équipe avec qui vous avez travaillé. Merci quand même de cette disponibilité. Mais aussi et surtout, merci d'avoir mis sur la place publique ce document qui, certes, va être très utile aux praticiens de la justice, mais surtout aux apprenants. Et aux apprenants, pourquoi? Parce que on a les étudiants qui viennent, parce qu'après tout, on est une librairie consacrée à l'université. On a beaucoup d'étudiants qui viennent nous demander des livres ou qui font des recherches sur le parquet. Mais en tout cas, monsieur le procureur, je me ferai toujours un plaisir de le brandir votre livre. Mais aussi et surtout, je me disais que je me félicitais de cette cérémonie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous condensons dans cette salle, je veux dire, quelques auteurs phares de notre maison. Et en commençant par le professeur Ismaël Madior Fall, qui a publié beaucoup de livres, même étant ministre, il a eu le temps, en tout cas, peut-être pas d'écrire, mais en tout cas de revoir ces manuscrits et de les publier. Et on en a sorti depuis qu'il a pris fonction 2. Le dernier, c'est une histoire sur les élections présidentielles au Sénégal de 1962 à 2012. Voilà. Et ce livre, je pense, doit être le 6e ou le 7e qu'il a fait avec moi. Je ne parle pas des livres qu'il a fait avec le Trédina et ailleurs. J'ai le doyen Modiglian qui est juste à côté, qui aussi quand même est connu pour être quelqu'un de très prolifique. Le doyen Modi a fait avec nous au moins entre 5 et 6 livres aussi. J'ai en face de moi le secrétaire général adjoint du gouvernement, mon ami Papa Santouré, qui vient de nous commettre un dernier livre qui n'est même pas encore paru, mais je vous fais la primeur, c'est un livre sur la légistique. C'est-à-dire sur la manière d'écrire. Maintenant, on ne se contente plus au Sénégal de dire ou de pratiquer le droit, on enseigne comment on l'écrit. Et en cela, quand même, Papa Santouré, je pense que c'est le 5e livre que vous faites aussi avec nous. Juste derrière vous, j'ai Maître Meng, qui a son 3e livre avec nous. Pour vous dire, monsieur le ministre, que la grande famille du droit écrit et produit, et je voudrais quand même inciter aussi les autres, j'ai mon grand frère aussi, Maître Ndiaye, qui est là en face de moi, je le suis depuis quelques années quand même, et je pense qu'il faut qu'on finisse ce manuscrit. J'ai Maître Bâtonnier, Maître Bengué, qui lui aussi est en train de travailler. Tout cela pour vous dire que l'AMAC en Sénégal est cet outil qui aide à rendre disponible le travail intellectuel produit, d'abord pour le bonheur de ceux qui pratiquent le droit, mais aussi et surtout pour le bonheur de ceux qui apprennent le droit, et ce sont surtout nos étudiants et nos chercheurs. Je commence à être très bavard, monsieur le ministre, mais l'occasion faisant toujours le larron, je voudrais inciter aussi ceux qui sont là, surtout qui ont cette longue expérience de la pratique de la justice. Pourquoi? Parce que, pour qu'ils prennent la parole et qu'ils témoignent. Pourquoi? Parce que moi je suis un historien. Et dans nos sources, on travaille beaucoup avec les sources écrites, on travaille beaucoup avec la presse, on travaille beaucoup avec les sources orales. Mais si ceux qui ne sont pas dans la justice ne prennent pas la peine de raconter le vécu, demain quand nous aurons des doctorants qui vont travailler sur la recherche, faire des thèses sur la justice, nos sources risquent d'être ce qui se dit dans la presse. Et personnellement, je ne pense pas que tout ce qui se dit dans la presse correspond à ce qui est notre justice aujourd'hui. Parce que beaucoup de mal se dit sur la justice de notre pays. Et je le dis en assumant mes propos. Il faut que ceux qui pratiquent cette justice au quotidien prennent la peine d'écrire et d'expliquer véritablement ce qui se passe.
la justice est ceci, la justice est cela, la justice n'est pas indépendante. Les magistrats demandent à ce que la justice soit indépendante. Ça, ce sont ceux qui pratiquent la justice de l'intérieur qui peuvent trancher ce débat. Sinon, dans 15 ans, quand j'aurai un doctorant qui voudra travailler sur l'histoire de la justice, il va avoir comme source ce que dit la presse. Est-ce que ce que dit la presse est toujours la chose qui est? Et là, ce n'est plus l'éditeur qui parle, c'est le professeur d'histoire à l'université qui parle. En cela, je voudrais inciter tous les doyens à prendre la plume, à raconter leur vécu, leur quotidien. Un livre est toujours utile pour la postérité et pour ceux qui devraient le lire dans leur vie. Monsieur le ministre, permettez-moi de réitérer mes remerciements à votre endroit. D'abord pour l'intellectuel que vous êtes, mais aussi surtout pour l'appui constant. Je le disais la dernière fois à la télévision, le ministre Ismaïla Madior Fall, avant d'être ministre, et même quand il est ministre encore, est un de ceux qui, au moins 2 fois par mois, prend ses filles, les met dans la voiture, viennent avec elles en librairie, leur dire choisissez les livres que vous voulez. Ça mérite d'être salué. Pourquoi? Parce que mon ami Tounkara m'avait invité la dernière fois, on parlait des gens qui pratiquaient le livre, et je ne suis pas du tout gêné de vous citer. Et je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris la peine d'être parmi nous ce matin. Merci. Livre à le faire. C'est des encouragements que vous faites, et je voulais relever ça. Vous avez raison, hein, souvent on entend sur la justice beaucoup de choses, et c'est fort heureux maintenant qu'on ait un livre, j'allais dire un livre, comment dire, un livre technique, quoi. Parce que souvent quand on entend les critiques sur la justice, il y a 2 critiques, pour simplifier. Il y a la critique idéologique, politique. La justice n'est pas indépendante, voilà, on n'est pas content de cette forme de justice, etc. etc. Ça c'est la critique idéologique, politique, qui est la critique la plus facile. Tout le monde peut la faire. Le citoyen ordinaire, le politicien, le syndicaliste, tout le monde peut le faire. Évidemment, il y a la critique qui est plus compliquée, c'est la critique substantielle, la critique technique. C'est-à-dire que le fait d'analyser le mode d'organisation de la justice tel qu'il fonctionne, quels sont les réels problèmes, et pas les faux problèmes idéologiques, etc. Et c'est pour ça que pour moi, ce genre de livre est important. Parce que c'est un livre qui s'inscrit un peu dans ce que j'appelle moi la critique substantielle. Parce que c'est un livre de critique. Par exemple, sur voilà, le parquet, les pouvoirs du parquet, l'indépendance du parquet. Mais c'est une critique intellectuelle, pour ainsi dire. Ce n'est pas une critique idéologique. Ce n'est pas de la stigmatisation. Parce que souvent, ce qu'on entend de nos jours, ce n'est pas la critique de la justice. C'est des gens qui ne sont pas contents avec des décisions de justice, qui disent que la justice n'est pas indépendante. Voilà. Hier, je lisais, je pense, c'est quelqu'un qui est de l'UMS, qui doit s'appeler Sec. Il disait, les critiques sur la justice sont des critiques excessives. Je crois qu'il s'appelle Sec, sauf erronément pas. En tout cas, je l'ai lu quelque part. Elle expliquait qu'il y a beaucoup d'exagération et parfois beaucoup de politisation dans les critiques de la justice. C'est pour ça que nous sommes toujours contents d'avoir des livres qui sont écrits dans une perspective de neutralité, dans une perspective professionnelle, dans une perspective technique, pour ne pas dire scientifique. Voilà, je donne tout de suite la parole. C'est Saliou Ndiaye maintenant, président du tribunal de grande instance de Fatick, qui va présenter l'ouvrage. Ah, il présente l'auteur. Ok, Saliou Ndiaye va présenter l'auteur. Et donc, personne ne présente l'ouvrage. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Dakar, monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, très chers collègues ici présents, chers invités, il me revient, collègues, je vous demande s'il vous plaît. Donc, il me revient l'honneur de présenter l'auteur de l'ouvrage, dont la présentation et la dédicace nous réunissent aujourd'hui. Il s'agit de notre collègue, le procureur Youssouf Diallo, un collègue que j'ai connu il y a de cela 18 ans, alors que je faisais mon stage dans la juridiction régionale de Thiès. Un collègue qui a connu un parcours très brillant. Je commencerai par son parcours scolaire. Il a fait ses humanités scolaires dans l'école primaire de son village Bassir, situé dans le département de Bignona. Il a étudié ensuite au CEM Aoun Sané de Bignona.
puis au lycée d'Ignabo de Ziguinchor, où il décrocha en juillet 1990 son baccalauréat. Il est inscrit par la suite à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Dakar, où il obtint une maîtrise et sciences juridiques option judiciaire en 1995, puis intégra le centre de formation judiciaire, d'où il sortit en 1998 pour embrasser la carrière de magistrat. Dans sa carrière, M. Youssoufa Diallo, à ce jour, a servi dans plusieurs localités du Sénégal, exerçant ainsi plusieurs responsabilités. C'est ainsi que de janvier 1999 à janvier 2000, il fit substitut du procureur de la République près le tribunal régional de Saint-Louis. De janvier 2000 à mai 2003, il fit substitut du procureur près le tribunal régional de Thiès. De mai 2003 à septembre 2008, il fut procureur de la République près le tribunal régional de Diourbel. De septembre 2008 à janvier 2009, il fut procureur adjoint près le tribunal régional hors classe de Dakar. De janvier 2009 à février 2013, il fut procureur de la République près le tribunal régional de Ziguinchor. De février 2013 à avril 2017, il fut procureur général adjoint près les chambres africaines extraordinaires créées au sein des juridictions sénégalaises. En avril 2017, il est admis au grade de magistrat hors hiérarchie en qualité d'avocat général et affecté comme substitut général près la cour d'appel de Dakar où il officie en ce moment. Mais à préciser que lors du dernier mouvement qui s'est tenu au mois de novembre 2018, M. Youssoufa Diallo a été nommé procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour. Le magistrat Youssoufa Diallo est décrit par ses collègues et dans le milieu judiciaire comme étant un magistrat rigoureux, un magistrat distrait, un magistrat très technique qui est à cheval sur les règles de l'éthique et de la déontologie. Premier à entrer au bureau le matin, il est le dernier à en sortir. C'est du moins le témoignage que ses collègues du parquet qui ont eu à le côtoyer au tribunal régional de Ziguinchor se permettent à tout moment de faire quand il s'agit de donner un exemple de ponctualité et d'assiduité. Pour l'avoir côtoyé au tribunal régional de Thiès pendant quelques mois, je peux personnellement en témoigner. C'est un collègue qui a su sacraliser son serment. Et je dirais que, en tant que latiniste, il a certainement compris que le mot serment vient du latin sacramentum de sacrare, qui signifie rendre sacré. Un de nos formateurs, le directeur Momodou Diakhaté, a souvent tendance à expliquer à ses auditeurs qu'il faut prendre les valeurs de la CIR comme valeurs incontournables dans leur carrière. CIR signifiant compétence, intégrité, responsabilité et élégance. Je crois à mon fort intérieur que le collègue Youssoufa Diallo réunit en lui ces critères de la CIR. Il sait allier le savoir-être et le savoir-être à l'élégance de l'esprit. Ce qui frappe chez notre collègue, c'est surtout le fait qu'il ne minimise aucun détail dans le cadre de son travail. Il est assez pointilleux. Nous, qui étions stagiaires en 2000 à Thiès, nous avons lu ces réquisitions écrites et nous en avons gardé un souvenir indélébile. La qualité du français, le respect de la syntaxe, l'ordonnancement des idées, ils sont omniprésents. Nous nous sommes rendus compte de ces talents de littéraires à tel point qu'à l'époque
nous avions photocopié l'essentiel de ces réquisitions que nous exhibions avec beaucoup de fierté auprès de nos collègues auditeurs. Il suffisait également de le voir prendre ces réquisitions à l'audience publique pour s'émouvoir de sa rigueur intellectuelle, de sa capacité d'analyse, de démonstration et de persuasion. Timide pour certains, le procureur Diallo n'hésite pas à prendre la parole quand elle est opportune. Une parole teintée d'euphémisme, une parole portée dans la sérénité, une parole mesurée qui ne s'écarte pas du convenable. Je vais vous rappeler un fait, monsieur le procureur, certainement vous ne vous en souvenez pas, c'est qu'en l'an 2000, au lendemain de la tenue d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature, la presse à l'époque avait titré que vous étiez nommé procureur de la République près le tribunal régional de Louga, alors que vous n'aviez même pas encore fait 2 ans de carrière. Vous étiez à l'époque juste suppléant. Mais en réalité, c'était tout juste une proposition qui avait été faite en pré-conseil, mais qui n'avait pas été confirmée du fait de votre statut de juge suppléant. Mais aussitôt après, en l'an 2003, quand vous fûtes titularisé, on vous a nommé procureur de la République près le tribunal régional de Diourbel. Cela veut dire que votre hiérarchie porte en vous une certaine confiance pour vous confier certaines responsabilités. En apparence fermée, un défaut que moi j'assimile à la réserve, une vertu du magistrat, le collègue Diallo, comme on l'appelle affectueusement, et aux yeux de ceux qui l'ont approché, comme un homme affable, un homme courtois, un homme généreux. Messieurs, dames, c'est un livre qui nous réunit ce matin, mais il faut dire que le procureur Diallo fait partie des magistrats qui prennent leur plume pour écrire et partager avec leurs pairs sur des questions pratiques, techniques, ayant trait au fonctionnement de la justice. Déjà en juin 2003, alors qu'il n'avait fait que 2 ou 3 ans de carrière, le collègue Diallo avait publié un article dans le journal La Balance de l'Union des magistrats sénégalais intitulé « Les attributions du parquet dans le nouveau code des drogues ». En janvier 2012, dans le site internet de l'Union des magistrats sénégalais, le collègue Diallo avait publié un article intitulé « Le contentieux pénal en matière électorale ». En juillet 2018, dans les Échos du Palais, c'est une revue semestrielle de l'UMS, il avait publié un article intitulé « Les chambres africaines extraordinaires, une contribution majeure du Sénégal à la consolidation de la justice internationale pénale en Afrique ». En août 2018, il avait publié cet article repli dans plusieurs sites internet intitulé « Le parrainage est-il compatible avec le devoir de réserve des magistrats ?» Brève réflexion. En décembre 2018, il publie dans African Journal of International Criminal Justice, comprenez en français Journal africain de justice pénale internationale, un article intitulé « L'interaction normative entre les chambres africaines extraordinaires et le système juridique national sénégalais ». Bientôt paraîtra dans une autre revue internationale spécialisée un article dont il est l'auteur et qui s'intitule « Les chambres africaines extraordinaires de la dissolution à la survivance ». Je souligne, mesdames, messieurs, pour terminer, que depuis son expérience acquise au niveau des chambres africaines extraordinaires, M. Youssoupha Diallo intervient dans la formation continue de magistrats et autres acteurs en droit international humanitaire. C'est donc, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le procureur général, Monsieur le bâtonnier, chers invités,
un praticien du droit, généreux dans les échanges, qui doit être cité en exemple, que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, respectable autorité judiciaire, honorables invités, mesdames, messieurs, permettez-moi de saluer avec respect le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ainsi que les autorités de la justice et autres hauts responsables présents dans la salle. Permettez-moi aussi de remercier le procureur Youssoupha Diallo qui m'a fait l'honneur, en me donnant le privilège exceptionnel de porter la parole de la communauté de Bassir, son village natal. Pour rappel, Bassir est un village de la commune de Kartchak, arrondissement de Tandouk, département de Bignona, région de Ziguinchor, entité représentée dans l'auditoire. Ceux à qui il a été donné de voir grandir le procureur Youssoupha Diallo conviendront avec moi que l'adulte d'aujourd'hui ressemble fort à l'enfant et à l'adolescent d'hier. Enfant et adolescent, procureur Youssoupha Diallo était sage, discret, sans être solitaire. Il a traversé sans coup férir les différentes étapes de l'éducation du milieu Tchola. En effet, de l'association de la classe d'âge à l'initiation, en passant par les associations de quartiers et de villages, procureur Youssoupha Diallo a été remarquable pour son humilité, son intégrité, sa disponibilité, sa promptitude à bien servir, son courage au travail et pour son respect de la personne d'autrui et de l'ordre social établi. C'est la magistrature qui l'a éloigné des champs et des rizières. Élève, procureur Youssoupha Diallo a marqué les esprits de ses condisciples, de ses maîtres et de ses professeurs par sa sagacité, sa modestie et son amour du travail bien fait. Comme tous les enfants de son âge, il aimait le sport. Régulièrement classé premier de sa classe, il n'a jamais connu le redoublement du cycle élémentaire au cycle secondaire. Le bac L qu'il a obtenu avec brio lui a ouvert le chemin de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aujourd'hui, les habitants de Bassir, son village natal, ses proches et tous ceux qui sont attachés à sa personne espèrent qu'il est un brillant magistrat. En tout cas, il lui souhaite vivement, comme il lui souhaite une entrée remarquée et un brillant et très long séjour au sein de la communauté inspirée et éclairée des écrivains du Sénégal en particulier et de l'humanité en général. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le directeur de l'Harmattan, Monsieur le bâtonnier et chers collègues, chers invités. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de dédicace de M. Youssoupha Diallo. J'emprunterai tout à l'heure le mot du directeur de l'Harmattan qui nous disait tout à l'heure que l'occasion fait le larron. Et effectivement, je profiterai également de cette occasion de dédicace. Et puisque nous avons perdu ces bonnes habitudes, lorsque de vaillants collègues nous quittent pour organiser un pot et magnifier l'œuvre qu'ils ont eu à accomplir à notre compagnie pendant leur séjour. C'est pourquoi je dis que je suis très heureux aujourd'hui de prendre la parole
Nous venons déjà de notifier le décret d'affectation de M. Youssou Diallo en sa qualité de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour. Et M. le garde des Sceaux est également témoin. Quand nous avons évoqué cette affectation de M. Youssou Diallo, j'ai sauté de mon fauteuil. J'ai quand même été retenu parce que tout simplement, on disait que Youssou Diallo était nommé procureur de la République du tribunal de grande instance de Mbour en tant que supérieur hiérarchique. Quelle que soit son efficacité à mon parquet général, je suis quand même très heureux de voir sa promotion, d'autant que le tribunal de grande instance de Mbour fait partie aujourd'hui des juridictions les plus importantes et les plus sensibles du Sénégal. Cette nomination, sans pour autant parler d'un homme, marque simplement son dévouement, mais également cet attachement ou cette remarque que les hautes autorités portent à sa personne. Et cela, ce n'est pas par sa naissance, ni par ses relations, mais simplement par le travail bien fait qu'il est en train d'accomplir dans les différentes juridictions auxquelles il a eu à servir. Et je crois, avant le parquet général, l'exemple le plus patent, c'est sa présence au niveau aujourd'hui des chambres africaines. En si peu de temps, Youssou Diallo est devenu aujourd'hui un spécialiste du droit international pénal. Il est invité dans tous les symposiums et partout également, il est cité en exemple. C'est donc dire le sérieux de la personne. J'ai eu à le fréquenter il y a seulement 1 an, parce qu'il était affecté à mon parquet général. Mais pendant cette année, 1 année durant, j'ai eu quand même à apprécier les qualités que successivement tous les intervenants ont eu à dire de lui. Mais je dirais également, au-delà du professionnalisme, c'est également le caractère humain qui retient tous ses collaborateurs. Youssou, déjà à 8 h ou à 9 h, il se présente au bureau. Il vient d'abord à mon bureau. Bonjour, monsieur le procureur général. C'est déjà la marque d'humilité déjà de la personne. Mais également, une éducation bien ancrée. Ça également, ça n'enlève en rien à sa valeur. Et je puis vous dire également que les dossiers que j'affecte à Youssou et qu'il me présente ne font aucune observation de ma part, tellement le travail est méticuleusement bien fait. Ça également, je tenais à lui faire ce témoignage à l'occasion de cette cérémonie, mais également au moment où il quitte mon parquet général pour lui exprimer toute ma satisfaction. Le deuxième point, au-delà de la personne se reflète également dans son œuvre. Je puis dire que le livre de Youssou, je l'ai lu en 1 journée. Et pourquoi? Parce que tout simplement, par quêtier que je suis, je me retrouvais parfaitement dans le livre. Donc je n'avais pas à m'interroger ou à voir quoi que ce soit sur ce livre, parce que simplement, Youssou traçait l'itinéraire habituel de notre travail. C'est simplement dire que c'est un travail très maîtrisé et très professionnel. Mais malgré également mon ancienneté dans le parquet et notre professionnalisme, je peux dire que j'ai également appris quelque chose de ce livre. Youssou m'a appris qu'au-delà de la routine, il est quand même bon à un certain moment de s'arrêter et de réfléchir sur le pourquoi de notre routine. Et j'ai été très impressionné de voir dans ce livre même les circulaires du gouverneur. C'est dire simplement le sérieux du praticien qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, nous signons beaucoup de choses
nous pratiquons beaucoup de choses et on se dit c'est la routine parce que ça se passe ainsi. Youssou nous donne aujourd'hui le temps de réfléchir, de nous dire écoutez, vous signez, mais voici l'origine. C'est ainsi que Youssou nous entraîne dans les circulaires, les décrets, les arrêtés ministériels, un vrai travail d'archiviste que seul un homme sérieux, méticuleux, peut entreprendre. Et sur ce plan, au-delà du public qui ne maîtrise pas ou qui s'interroge sur le parquet, et Dieu sait qu'on en trouve toujours, on vous pose toujours la question, mais exactement, qu'est-ce que le procureur de la République, qu'est-ce que vous faites devant le tribunal? Vous n'êtes pas indépendant, vous dépendez du gouvernement, vous parlez au nom du gouvernement. Voilà des réponses précises que l'ouvrage de Youssou nous rapporte. Et sur ce plan, nous le félicitons. Mais le second aspect également, où le livre nous paraît très intéressant, c'est que ce livre également appartient à des praticiens du parquet. Les praticiens du parquet, souvent, sont entraînés, comme je l'ai dit, par la pratique quotidienne. Mais le livre de Youssou nous ramène quand même à deux réflexions. D'abord, l'origine de notre pratique, mais également la réflexion la plus importante, c'est l'évolution de cette pratique. Quelles sont les perspectives par rapport à cette nouvelle ère que nous vivons? C'est ainsi que des pistes sont tracées, et des pistes très pertinentes qui d'ailleurs ont fait l'objet de réflexions par une commission. Voilà que Youssou seul, dans son silence, prenant sa plume, émet déjà l'idée que tout un groupe a déjà réfléchi pendant au moins 6 mois. C'est donc dire à la fois le professionnalisme, mais également le sérieux et la rigueur de ce jeune magistrat. Je dirais jeune magistrat, parce que quand je vois déjà que 90, dans les années 90-2000, il a déjà eu son bac, il fait à peine 18 ans d'exercice, et avec des productions aussi éminentes, je ne peux que le féliciter, l'encourager et dire également qu'il a un brillant avenir devant lui. Je tenais donc à dire ces petits mots, à la fois pour lui dire au revoir et pour également magnifier son œuvre. Je vous remercie. Quand je suis dans la c'est vrai que j'avais vu sur le visage du PG vraiment un sentiment un peu de tristesse. Il avait dit quel suis diable, il a dit c'est vrai, mais bon, après, voilà, il a rapidement positivé aussi, parce qu'il a compris aussi que c'est le devoir. Et le service public, les exemples du service public qu'il a fait. Moi-même, je ne vous connaissais pas. Ça va suivre un peu de gens. Ça fait pas, je pense, 1 mois que je vous ai connu. C'est juste pour expliquer quoi? Pour expliquer le mode de nomination quand on vous a donné à des responsabilités. Le principe est ça. On procède à des consultations. Plusieurs personnes qui sont proposées. Et après, on essaie de voir la personne sur qui il y a le plus de témoignages positifs. Et en l'occurrence, c'est le vôtre. Mais je ne vous connaissais pas. Je vous connais moins de mots. Moins de mots. Voilà. Parce que c'est comme ça. C'est des gens qui sont autour de la magistrature, qui connaissent les personnes, qui connaissent le parcours, qui font des propositions au ministre. Et après, le ministre procède simplement à la déclaration, en combinant notamment les qualités qui sont évoquées par les autres, par les autres. Évidemment, quand il y a une convergence de témoignages négatifs, même si le ministre veut proposer quelqu'un à l'élimination, on ne va pas le faire. Voilà. Donc, les témoignages, les faits, au fond, c'est très important, ce n'est pas seulement dans l'administration, c'est pas. Ok, maintenant, la parole va venir à l'autre, oui, à l'autre, parce que le chrétien a parlé à l'autre. Je remercie donc, je disais, M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar,
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Dakar, Monsieur Moustapha Lo Diatta, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement en charge de l'accompagnement et de la mutualisation des organisations paysannes, Mesdames et Messieurs les chefs des juridictions et de parquet, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Monsieur le directeur de l'Harmattan Sénégal, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des organisations de défense des droits de l'homme, je veux nommer la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits humains, le Forum civil, l'Association des femmes juristes, le Forum du justiciable, chers doyens de la justice, chers collègues et chers auteurs, Mesdames et Messieurs les ressortissants du village de Bessir à Dakar, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs. Tout à l'heure, Monsieur le garde des Sceaux, le professeur, dans sa réaction intellectuelle, nous a dit tout de suite pourquoi, Monsieur le procureur, vous allez parler, vous qui êtes auteur, avant le bâtonnier. C'est pour moi, en tout cas, une manière de respecter la procédure, comme on le fait souvent dans nos juridictions. Le procureur prend la parole en premier et l'avocat a toujours la parole en dernier pour défendre son client. Mais aujourd'hui, il s'agit de présenter une œuvre relative au parquet en particulier, mais à la justice en général. C'est avec un grand honneur et une reconnaissance infinie que je vous remercie tous d'avoir répondu à mon invitation et à celle de l'Harmattan Sénégal à cette cérémonie de présentation et de dédicace de mon livre dont le titre est « Le procureur de la République, la pratique du parquet », publié en novembre dernier. Ce jour de samedi, de week-end, de repos, ne vous a pas empêché de venir si nombreux répondre à notre invitation. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements au professeur Ismaël Madior Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour avoir accepté spontanément de venir présider cette cérémonie. Cela ne m'étonne pas de vous, professeur. Vous ne m'avez pas connu, certes, mais je vous ai toujours connu à la faculté des sciences juridiques et politiques. Déjà à l'université, le professeur Ismaël Madior Fall s'est illustré par ses travaux scientifiques de haute qualité en droit public et en sciences politiques. Même vos charges gouvernementales aujourd'hui ne vous ont pas empêché de vous retrousser les manches et de vous lancer toujours dans la recherche. Je m'en veux pour preuve votre dernier livre qui a pour titre « Les élections présidentielles au Sénégal de 1963 à 2012. Je ne me trompe pas. Donc votre présence ce matin parmi nous démontre, monsieur le garde des Sceaux, si besoin en était, l'intérêt que vous accordez à cette initiative d'un praticien. À monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly, procureur général près la Cour suprême du Sénégal, empêché, qui a préfacé ce livre, toute ma reconnaissance pour sa précieuse disponibilité. Il a, dans une préface éclairée, dégagé vraiment la quintessence de mes travaux. Mieux, du haut de sa sagesse, monsieur le procureur général a posteriori balisé le terrain. Magistrat émérite, il a prêté une attention particulière aux travaux de son jeune collègue. Je lui exprime tout mon respect. Tous mes remerciements aussi au premier président Demba Kandji et au procureur général, l'enseignant Diabé Sibi, pour leur soutien. Pour peu que je vous ai pratiqué, j'ai beaucoup apprécié votre leadership et votre disponibilité.
Un vibrant hommage soit rendu aux anciens de la justice et de la magistrature sénégalaise qui, dès après les indépendances, ont édifié un socle solide pour porter la justice de notre pays. Au directeur de l'Harmattan, le docteur Abdoulaye Diallo, et à tout son personnel, je dis merci. Vous m'avez accueilli les bras ouverts et avec pédagogie, patience, méthode, jusqu'à la publication de l'ouvrage. Je sais compter sur vous pour la vulgarisation de ces travaux. Président Saloum Ndiaye, chers collègues, j'avoue que j'avais une appréhension de gêne de me livrer à cet exercice de présentation de l'auteur, de m'entendre décrire ou présenter, ça me gênait. Mais vous m'avez mis à l'aise par ces propos à mon endroit, sur ma modeste personne, des propos empreints de rigueur et de délicatesse. Cela ne m'étonne pas de vous, pour vous avoir pratiqué. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de ma famille, avec la présence de Mme Diallo Bana Bojan et à mes enfants, pour leur affection, et au village de Bassir pour sa solidarité agissante avec les mots d'Amadou Goudiaby. À l'endroit de tous ceux qui ont voulu, de près ou de loin, apporter leur pierre à l'édifice, contribuant ainsi à la réalisation d'une vieille ambition, je voudrais ici exprimer ma profonde gratitude et adresser mes remerciements les plus ardents. Je dédie ce livre à ma mère et à travers elle toute la famille, parents, mes oncles Bourama et Bakar Sidi, à mes cohabitants, collègues, amis, mais aussi à tous ceux avec qui j'ai cheminé dans mon cursus scolaire, universitaire et professionnel, sans oublier ceux qui ont contribué et contribuent encore à ma formation. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le procureur général, le travail quotidien du chef de parquet et des magistrats en général dans les tribunaux de notre pays ne permet pas souvent de faire des travaux dans quelque domaine que ce soit. Monsieur le garde des Sceaux en parlait tout à l'heure. On croule sous le poids des dossiers et des affaires. Les choses traînent et les années passent. Compte tenu du fait que l'expérience s'acquiert au fil des années et la collecte des éléments pratiques nécessite un travail de longue haleine, une grande patience en des endroits différents est parfois requise. Ces travaux n'ont jamais été possibles sans la disponibilité de collaborateurs dans les différents parquets et tribunaux, de Saint-Louis à Ziguinchor, en passant par Thiès, Diourbel et Dakar. Ils ont toujours volontiers apporté leur partition. Aussi, bien des collègues du parquet et du siège ont accepté d'échanger avec moi sur certaines des questions traitées. Au niveau des différentes juridictions où j'ai officié, j'ai eu la chance d'avoir des chefs de parquet et de juridiction, sans les nommer, ils se reconnaîtront. Moi aussi, premier chef de parquet, j'ai cheminé avec des collègues. Ensemble, on a essayé d'imprimer une démarche commune au sein de la juridiction pour la bonne marche de la justice. Mesdames et messieurs, distingués invités, présenter un livre comme il est d'usage, c'est sous peine de décevoir certains. Non pas une présentation exhaustive et détaillée, mais juste un avant-goût. En réalité, je ne dois pas vous ôter le désir de le lire. Et ce n'est même pas dans mon intérêt d'ailleurs. Mesdames et messieurs, le livre « Le procureur de la République, la pratique du parquet » est le fruit d'un constat que j'ai fait très tôt en début de carrière. La nécessité de consacrer des travaux spécifiques sur le ministère public ou les magistrats du parquet, dont on parle souvent, tant dans l'opinion, le garde des Sceaux le soulignait tout à l'heure dès l'entame de ses propos, sans qu'on ne sache exactement ce qu'ils font, ou tout au moins
dont on ne perçoit qu'une infime partie de leurs tâches, mais aussi faire une introspection, diagnostiquer le rôle du parquet et essayer de lui déblayer une voie meilleure, indispensable à une bonne marche de la justice dans un état de droit. Dans une démarche du praticien, j'ai entendu aborder des questions dépouillées de toute théorie académique et partir du fonctionnement quotidien des parquets en partant de mon vécu. L'ouvrage est composé de 10 parties. Il y a l'identification et le statut des magistrats du parquet, l'état des lieux des parquets du Sénégal, l'organisation de ces parquets en ouvrant une perspective dans l'optique d'un traitement efficace des procédures, l'environnement socio-professionnel du procureur de la République et du parquet d'instance en général. J'ai mis aussi en exergue les rapports que les magistrats du parquet entretiennent ou peuvent entretenir avec d'autres acteurs au plan local et national au sein des juridictions et dans la cité. Le traitement des procédures pénales qui révèle dans sa réalité la pratique du parquet, les attributions du ministère public prévues ou organisées par des textes spéciaux dont la compréhension présente un intérêt pratique, l'exécution des peines et leur aménagement dans le cadre des attributions du ministère public, le casier judiciaire dans son contenu et fonctionnement, les missions attribuées souvent méconnues au procureur de la République ou au ministère public en matière civile et commerciale, les attributions du parquet en matière d'instruments de paiement. Enfin, certaines missions du procureur de la République en matière de contrôle de l'état civil, la reconstruction des actes d'état civil, leur authentification, mais aussi l'exécution des décisions civiles, la régularisation des actes et le contrôle des officiers ministériels, je veux nommer les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs. En résumé, après un aperçu historique suivi de l'évolution du parquet du Sénégal depuis les indépendances, on tire une conclusion évidente. Le parquet évolue, doit évoluer pour s'adapter au nouveau contexte national, régional et international. La parfaite organisation et les différentes attributions du parquet, dont aucune ne doit être négligée, n'ont qu'un seul but: une justice en parfaite adéquation avec les exigences de paix et de développement. J'ai indiqué que la perception que le citoyen a de la justice, même si elle ne doit avoir pour effet de tenir la plume du magistrat, autrement dit de lui imposer une solution, cette perception doit toutefois être prise en compte pour l'amélioration du fonctionnement de l'administration de la justice. À l'ère de la mondialisation, la justice, en dépit de sa spécificité, ne peut plus fonctionner comme au lendemain des indépendances, et avec elle, le parquet d'instance. Ainsi, tant que de besoin, j'ai fait des propositions ou indiqué ce qui, à mon avis, se fait de mieux ailleurs. Le procureur de la République est certes un chef de service, mais au sein d'une juridiction, ce qui implique une certaine osmose dans le respect des attributions de chacun. Il est placé dans le conseil des institutions de la République, des autorités administratives et locales, en somme, dans son environnement national, régional et international. Ses rapports dans le traitement des procédures avec notamment les agents de son parquet, le greffe, ses collègues magistrats, les officiers de police judiciaire, les centres de détention, les avocats, l'OFNAC, la CENTIF, l'agent judiciaire de l'État, les médiateurs de la République et les autres corps de contrôle de l'État sont passés en refus. Comme je le précise dans l'ouvrage, le procureur de la République reste, comme dans tous les pays de tradition romano-germanique, un magistrat du ministère public chargé de veiller à l'application de la loi, à la sauvegarde de l'intérêt général et des libertés. Un travail important se fait dans le suivi des affaires et la suite à leur donner, comme le règlement, la médiation pénale, la communication et l'information avec tact et parcimonie, la mise en état des procédures,
le suivi des dossiers d'instruction, la prise de parole à l'audience. Je n'ai pas passé sous silence le fait que souvent, les pouvoirs du ministère public à ce niveau sont jugés excessifs. Direction de l'enquête, le maniement de l'opportunité des poursuites, la définition de la politique pénale, la détention, ces réquisitions écrites qui lient le juge parfois. On doit penser à un parquet du futur pour une justice performante. Quand le parquet étouffe, toute la juridiction le ressent et suffoque avec lui. La prévention de la délinquance, une politique pénale efficace devrait désengorger les parquets pour leur permettre de se concentrer sur l'essentiel. Je tenais à examiner des contentieux spécifiques prégnants au niveau des parquets, la justice des mineurs, la justice militaire, la lutte contre le trafic de drogue, le contentieux douanier surtout, avec sa nouvelle technique d'enquête qu'est l'infiltration. L'exécution des peines n'est pas restée en rade, comme le casier judiciaire, la contrainte par corps. Ces mécanismes de l'exécution des peines qui sont examinés sous leur aspect pratique sans manquer de montrer leurs limites et difficultés. Ces travaux, il faut le relever, ont accordé une place importante. On relève donc ces travaux ont réservé une place importante au contentieux civil et commercial. Les parquets, outre la simple communication, sont appelés par la législation communautaire des procédures collectives, par exemple, à jouer un rôle plus actif, de premier rang, pour entrer de plein pied dans la vie des sociétés en difficulté. Le parquet devra provoquer le déclenchement de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, participer à l'assemblée concordataire et à l'inventaire des biens du débiteur, bien examiner le concordat homologué pour éventuellement faire appel, entre autres missions actives qui dépassent la simple communication qui, à mon avis, est une posture passive. D'autres fonctions administratives de contrôle du parquet, de l'état civil et le cas échéant des notaires sont mises en exergue. J'ai relevé à la suite des notaires, d'ailleurs pour les officiers ministériels, qu'il y a une tendance au niveau de la législation à laisser le contrôle des officiers ministériels aux procureurs généraux. Et je me suis posé cette question. Est-ce plus efficace que le contrôle de proximité des parquets d'instance que de laisser le contrôle des officiers ministériels aux procureurs généraux? Mais la réponse, je la trouve ailleurs, en me posant cette question aussi, c'est que le fonctionnement normal du ministère public permet l'initiative des parquets d'instance. Ces différentes missions m'ont permis de dire dans un ton optimiste que le divan assez large et épais du contentieux pénal les cache même s'il les cache, ne parviendra jamais à les occulter. La vie des affaires et son impact dans la société créera un parquet de tout nouveau. Mesdames et messieurs, le garde des Sceaux en avait parlé tout à l'heure. L'indépendance du procureur de la République et de son parquet dans la distribution de la justice reste une question endémique. Pour reprendre une expression médicale, on entend souvent dire qu'il faut couper le cordon ombilical quand on pointe en réalité l'organisation hiérarchique du parquet qui monte jusqu'à la chancellerie pour en redescendre. C'est la problématique des instructions à caractère général comme la définition de la politique pénale nationale, elle-même pouvant se décliner en politique pénale au plan local, différentes même parfois, l'interprétation des lois et les instructions spécifiques ou individuelles dans le cadre du traitement des procédures. Le Code de procédure pénale sénégalais, après avoir posé le principe de l'organisation hiérarchique du parquet, est quasi muet sur son aménagement. Mais je me pose une question. En attendant que le cordon ombilical soit coupé, cela voudrait-il dire une absence totale d'indépendance? En réalité, la hiérarchie et l'indépendance ne sont pas antinomiques. Même si on coupait le cordon ombilical, ce qui serait du reste un pas décisif, l'indépendance ne serait pas donnée sur un plateau d'argent. Le parquet et les magistrats, en général, devront faire face aux pressions politiques, religieuses, coutumières et sociales.
L'indépendance, en réalité, est le serpent de mer de la justice. Des poursuites impartiales, efficaces, doivent être la quête permanente du ministère public. Toutefois, cette indépendance ne saurait faire obstacle à la discipline, la bonne tenue du magistrat et le contrôle de la performance de son service. La garantie statutaire qui s'adosse à une autonomie, une indépendance, doit être le créneau du parcours d'aujourd'hui et celui de demain. Face à la délinquance plus astucieuse, transfrontalière et plus dévastatrice pour nos sociétés, les délinquants n'attendent pas les procureurs pour s'organiser ensemble. Donc il ne faut pas que les procureurs soient dépassés par les délinquants, qui s'organisent de l'autre côté, qui organisent des pare-feux. Il appartient donc au parquet de se réajuster pour trouver un mécanisme efficace pour lutter contre cette délinquance qui évolue et qui est devenue beaucoup plus astucieuse. Toutefois, prendre des décisions selon la loi et sa conscience, c'est-à-dire en toute indépendance, se conjugue aussi avec la responsabilité. Chers invités, par l'expression pratique du parquet, j'ai mis en exergue les lois et règlements, les circulaires, la jurisprudence, mais surtout les bons procédés non contralégués pour régler les procédures, avec un seul but, une justice efficace et efficiente. Parlant de pratique, il y a certes une constance, mais un taux important de variables, pour ne pas dire de disparités, est relevé. J'ai eu la chance d'exercer dans plusieurs parquets du pays, mais il n'est pas rare que le personnel, mon personnel dans mon parquet m'interpelle pour me dire avec beaucoup de respect: Monsieur le procureur, on ne travaille pas comme ça, votre prédécesseur ne faisait pas comme ça. D'où la nécessité de manuels de procédure qui permettraient d'harmoniser au mieux les pratiques. Ce besoin peut même être étendu à l'instruction et à l'organisation du greffe. La prévisibilité dans le traitement procédural des affaires doit être promue, ce qui renforce les droits des justiciables. Ce livre, vous l'avez, qui fait 552 pages, seront les éditions L'Harmattan, a nécessité du temps pour rassembler les éléments pertinents. Mais je l'ai voulu dans un style comestible, intelligible, simple, même pour les non-juristes, qui pourront véritablement, par ce livre, comprendre un pan entier, très important, du fonctionnement de l'administration de la justice. Je demanderai toutefois, par précaution, l'indulgence de mes lecteurs. Une œuvre humaine n'est jamais parfaite, même avec l'outil informatique des temps modernes. Aussi, je garde une ouverture d'esprit pour me soumettre à la critique. Comme je dis en conclusion du livre, ces travaux apportent une contribution pratique pour une meilleure intelligence de la justice, des fonctions et responsabilités du parquet en particulier, qui ne cesseront d'évoluer, de s'adapter dans un environnement de plus en plus exigeant et en perpétuelle mutation. Je vous souhaite bonne lecture et vous remercie de votre attention. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je vous remercie, M. Youssoupha Diallo. Maintenant, on va donner la parole à Maître Mbaye Gueye. Je vous félicite pour le risque. Je voulais le féliciter pour le risque qu'il a pris. Parce que d'habitude, Maître Mbaye Gueye est très critique, notamment par rapport au procureur, dont il trouve les pouvoirs exorbitants. Vous avez pris le risque qu'il parle avant vous, c'est bien, mais j'aurais suggéré que vous parliez après lui pour lui répondre. Mais je sais qu'il est sage, il va... Maître, vous avez la parole. Pour défendre lui qui sera pour un matin mon client. Donc je vous remercie de me donner la parole pour défendre mon client, le procureur Youssoupha Diallo, Monsieur le ministre. Monsieur le garde des Sceaux,
ministre de la Justice, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, Monsieur le Procureur général, près la dite Cour, Monsieur le garde des Sceaux, vous me permettrez de confirmer déjà à l'entame le procureur Diallo pour louer les qualités de leadership de ces deux hauts magistrats que je viens de citer. Le premier président de la Cour d'appel et le procureur général. Effectivement, ils managent bien leur ressort parce que je peux témoigner qu'ils mettent tous les acteurs de la justice sur le même pied d'égalité qui adresse à tous un traitement égalitaire pour une justice qui évolue positivement. Aujourd'hui, je crois que nous pouvons dire qu'au niveau du palais de justice de Dakar, la notion de famille judiciaire est une réalité et en partie c'est grâce à ces deux hauts magistrats. Je tenais à les remercier. Monsieur le ministre, c'est la deuxième fois que je viens, qu'on m'invite à une cérémonie de dédicace d'un livre dans cette salle. La première, c'était mon ami, mon confrère, Maître Serigne Amadou Mbengue, ici présent, qui présentait son livre intitulé, si mes souvenirs sont exacts, La Persévérante, un roman. Et quelques jours après, il m'a offert un recueil de poésie. L'Harmattan a également édité, si mes souvenirs sont toujours exacts, 2 livres de mon confrère Maître Alassane Cissé. Ça, c'est le barreau et d'autres ont eu à écrire. Au niveau de la magistrature, j'ai participé également à plusieurs cérémonies de présentation de livres. Je citerai les livres de mon jeune frère, mon ami, Papa Alassane Touré, secrétaire général adjoint du gouvernement, grand intellectuel, magistrat que j'adore et je l'assume. Simplement parce qu'il tient la plume et explique, décortique beaucoup de notions de droit. Et ça, c'est important. Personne ne peut le faire à la place du magistrat et de l'avocat. Il y en a eu d'autres. Je me souviens des livres du président Ndik Diouf, je crois ancien président du tribunal de Kaolack, de grande instance de Kaolack, et plusieurs autres magistrats. Je viens d'acquérir pour la bibliothèque de l'Ordre un livre écrit par un magistrat sur la procédure de saisie immobilière. C'est quelque chose d'essentiel, de fondamental. Aujourd'hui, c'est monsieur le procureur Youssoupha Diallo. Les gens auraient pu dire, le voyant, qu'il était dans d'autres perspectives que d'écrire un livre. Mais moi, quand je discute avec lui, je soupçonnais un peu ses qualités d'auteur. Parce que c'est un monsieur curieux avec qui on discute avec intérêt de plusieurs notions de droit et surtout de droit pénal. Je suis très attaché, je suis très lié à tous ces magistrats qui ont fait de grandes productions intellectuelles et qui sont ouverts. Parce que des fois, il y a une stratification entre magistrats d'une part, avocats d'autre part. Il y en a des magistrats dont la démarche est tout à fait différente, complètement différente. Ils sont toujours ouverts pour recueillir l'avis de ceux qui sont censés les juger après. Parce que le magistrat juge l'avocat de par sa plaidoirie écrite ou orale. Mais l'avocat juge le magistrat lorsqu'il requiert, c'est le magistrat du parquet, ou lorsqu'il rend son jugement ou son arrêt, c'est le magistrat du siège. Donc les magistrats, leur premier juge, c'est d'abord les avocats. Donc discuter avec l'avocat, c'est quelque chose d'essentiel. Mais l'avocat discuter avec le magistrat, c'est quelque chose de fondamental. Monsieur le procureur, vous avez fait dédicacer votre livre
préfacé, excusez-moi, votre livre par un magistrat qui a justement contribué à ma formation, le procureur général Cheikh Tidiane Koulibaly. Je me souvenais, il était à la cour d'appel, président de chambre. Président de chambre à la cour d'appel, et lorsqu'il finissait son audience, rendait ses décisions. Lorsque j'avais une décision qui n'était pas favorable, je montais à son bureau. Je lui disais, vous avez rendu une décision, je ne suis pas d'accord. J'étais encore avocat stagiaire ou en début de collaboration. Lui déjà magistrat confirmé, affirmé, éminent magistrat. Il pouvait me dire, mais maître, s'il vous plaît, allez faire votre recours. Mais c'était maître, asseyez-vous. Je m'asseyais, il me dit, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Je m'expliquais et il m'expliquait. Des fois, et pour la plupart du temps, il avait raison. Mais une fois, j'avais raison. Il m'a dit, tiens, vous avez raison. Faites un pourvoi. On verra bien. J'ai fait casser son arrêt par un pourvoi en cassation. Et je suis venu lui amener l'arrêt de cassation. Il en était tout content. Ce n'est pas tous les magistrats, ça. Or, c'est fondamental, c'est essentiel. Encore une fois, sachons que la vérité peut être partout. L'erreur judiciaire existe. Le magistrat n'est qu'un être humain. Il rend sa décision, surtout en matière pénale, selon son intime conviction. Mais l'intime conviction peut passer à côté, et complètement à côté. Alors, nous devons encore une fois faire preuve de modestie, faire preuve d'humilité et surtout aimer le débat intellectuel. C'est quelque chose d'essentiel. Et c'est en cela que je félicite monsieur le procureur Youssou Diallo. Je veux dire qu'en aimant le débat intellectuel, il ne fait que manifester ces qualités humaines que le procureur général Lansana Diabé a exposé tout à l'heure. C'est un homme à la limite qui se cache, qui veut passer inaperçu. Mais c'est ça la marque des grands hommes. Passer inaperçu au plan personnel, mais se faire remarquer au plan de la production intellectuelle. Ça, c'est les grands hommes. Les petits, c'est ceux qui mettent leur personne en avant. Les adeptes du matu vu. C'est justement cette attitude que les acteurs de la justice doivent éviter. Avocats comme magistrats, et surtout magistrats, on attend d'eux la discrétion, l'humilité et l'efficacité. Monsieur le procureur Youssoupha Diallo, je crois qu'aujourd'hui, vous faites partie de ce qui, je veux dire, de ces magistrats qu'on citera toujours donc comme exemple, je veux dire, dans cette justice. Et c'est important. Dans cette justice, justement, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai cité, on peut comprendre que la justice et surtout la magistrature est à un niveau très élevé. Ceux qui jugent la justice du dehors ne la connaissent pas. Ils ne peuvent même pas la connaître. Cette justice est formée de gens qui ont quand même un niveau intellectuel très élevé. Ces gens qui ont un niveau intellectuel très élevé, qui ont été éduqués par leurs parents, soutenus par ces derniers, par leurs propres efforts, ne vont pas vendanger leur carrière pour plaire à X ou à Y. Mais c'est la justice, c'est juger qui est difficile. Je le dis souvent. Lorsque vous jugez, il y a deux personnes avec des sentiments contraires qui vont vous juger. Celui qui a eu gain de cause, il est très content. Vous êtes le meilleur juge. Vous êtes même un peu à l'image de Dieu, le meilleur des juges, notre Seigneur. Pour celui qui a perdu, vous êtes un magistrat corrompu. Vous êtes un magistrat qui a vendu son âme au diable. C'est les règles du jeu. C'est pas possible de dire à une personne qui a perdu un dossier,
qui a eu un coup sur ce qu'il a de plus important, sa famille, sa liberté, son patrimoine, qui subit un coup terrible, vous ne pouvez pas l'empêcher d'avoir un sentiment négatif. C'est également ça, la difficulté de la fonction de magistrat. Mais en cela, vous devez comprendre, chers citoyens, que les magistrats, en tout cas moi, ceux que je connais, font tout ce qui est en leur pouvoir pour faire le travail correctement. Cela étant, si je mettais tout le monde sur le même pied d'égalité, je serais, comme diraient les Wolofs, un affaire. Dans toute profession, il y a des brebis galeuses, y compris dans le barreau, ma profession. Donc, partout, il y a des brebis galeuses, y compris dans la profession de ceux qui s'érigent en critique des acteurs de justice. Les meilleurs, c'est qui? Les plus virulents, c'est qui? Les journalistes? Je suis désolé. Il y en a des brebis galeuses dans leur profession aussi. Mais ainsi va la vie. Nous devons, en ce qui nous concerne, acteurs de la justice, redoubler d'efforts. Faire plus. Pas pour nous, pas pour le citoyen, mais pour notre pays. Parce que pour tous, et lui, il en est l'exemple. École primaire, son village, c'est certainement une école publique. École secondaire, sa ville, c'est certainement une école publique. Universitaire, l'université de Dakar, à n'en pas douter, c'est une université publique. Alors, c'est notre pays qui nous a formés, messieurs, mesdames. C'est notre pays, c'est les impôts de nos parents qui ont servi à nous former. Nous devons rendre la monnaie de la pièce. Nous devons défendre ce pays. C'est ça notre seul objectif. Ça doit être ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de dire qu'il faut faire ceci ou faire cela. Monsieur le ministre, pour terminer, je tiens à le dire ici, à vous remercier sincèrement. Quand nous avons des acteurs qui font preuve de production intellectuelle et que vous dirigez ces acteurs-là, j'allais dire, ce n'est que normal. Vous êtes un intellectuel de très haut niveau. Nous nous sommes fréquentés à la fac. Nous nous fréquentons dans la ville, au niveau de la ville de Rufisque. Aujourd'hui, nous nous fréquentons dans cette justice. Je vous connais très bien. Ce n'est pas vous qui allez exiger des choses qui iront à l'encontre de l'intérêt national. C'est sincèrement, très sincèrement, ce que je pense de vous. S'il se produisait autre chose, j'aurais été très surpris. Mais je peux dire aujourd'hui que nous avons à la tête du ministère, à la tête de la magistrature, à la tête du barreau, des personnes qui n'ont qu'une ambition. Pour moi, c'est faire en sorte que cette justice soit un modèle de transparence, d'intégrité et conduise un peu le Sénégal vers ce que nous souhaitons tous, le développement. Monsieur le procureur, je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir surtout donné la parole. Vous avez respecté ce qui nous lie. Je dis souvent nos cousins du parquet. Il y a beaucoup de magistrats du parquet ici. Souvent, quand on parle de magistrats du parquet, on pense tout de suite prison. Je suis persuadé, les connaissant, chacun, humainement, que s'il envoie quelqu'un en prison, il en souffre après. Ils en souffrent après. J'en suis absolument sûr. Mais le problème, c'est leur travail. Un travail, monsieur le ministre. Pour finir là, vous m'avez dit que je suis critique vis-à-vis du parquet. Oui, pas vis-à-vis du parquet, mais vis-à-vis des textes qui organisent le parquet. J'aurais bien souhaité, comme l'a demandé le procureur Youssou Diallo, que le parquet soit allégé de certaines tâches, qu'on leur allège cette tâche qui fait que dans la tête des Sénégalais, procureur renvoie à prison. Je suis absolument sûr qu'on peut réfléchir et trouver le meilleur moyen pour que
Ceux qui doivent y aillent, mais après quand même que leurs droits aient été bien entendus et bien défendus. Je vous remercie pour votre aimable attention. Difficile de parler après des procureurs et des avocats. C'est facile parce que l'essentiel a été dit, pour ne pas dire tout, ça a été dit. C'est difficile parce que on ne peut pas rivaliser avec eux en termes de faconde, en termes d'éloquence. Mais je vais pour clôturer la prise de parole, la série de prises de parole, et pas la cérémonie, parce qu'il y a une suite pour la cérémonie, juste faire quelques considérations. Bon, d'abord, je dois dire que je suis présent ici et je suis très content d'avoir été invité par le procureur Diallo. D'abord, pour une raison strictement intellectuelle. Il s'agit d'un livre, de la cérémonie de lancement d'un livre, ou d'un baptême du livre, comme on dit parfois dans notre jargon. Et je suis très fréquent dans cette salle pour ce genre de cérémonie, très fréquent. Et donc aujourd'hui, c'est avec plaisir que je viens dans ce registre-là. Mais je suis venu aussi en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice, parce que l'ouvrage est écrit par un magistrat, un procureur, mais aussi parce que l'ouvrage porte sur une thématique forte de la justice, à savoir le procureur de la République, comme l'intitulé du livre, la pratique du parquet. Je vais essentiellement faire deux considérations. La première, rapide, c'est sur, très franchement, la qualité de l'ouvrage. Je dois dire d'abord qu'il y a incontestablement une qualité esthétique pour ceux qui sont habitués à voir les livres ou à les manipuler. Le livre est bien fait, remarquablement bien fait. Mais aussi la structure du livre. Il y a des livres, parfois, quand vous les ouvrez, rien qu'au premier abord, vous n'avez même pas l'habitude de continuer. Mais ici, le livre est bien structuré, avec tout ce qu'il faut pour faire un bon livre. Je releverai l'excellente préface de Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly, procureur général de la Cour suprême. C'est dommage qu'il ne soit pas là. J'ai même trouvé à certains égards, quand j'ai lu sa préface, qu'il avait outre-préfacé l'ouvrage, parce qu'il est allé vraiment à des considérations très substantielles qui dépassent parfois le cadre d'une préface. Le contenu, évidemment, ceux qui m'ont précédé l'ont dit, ceux qui liront l'ouvrage le verront, le contenu est substantiel, riche, argumenté, documenté et surtout bien présenté, dans un style accessible, même aux non-initiés. Et c'est ça aussi qui est important, parce que, monsieur le procureur, vous l'avez compris, quand on n'écrit pas pour ses collègues, on n'écrit pas pour ses pairs, on n'écrit pas pour les initiés seulement, on écrit aussi pour le grand public. Et je pense que le défi de vulgarisation, de vous adresser en tout cas au grand public, a été incontestablement relevé. Je vais me dire maintenant un mot, faire quelques considérations rapides sur le contenu de l'ouvrage. Mais avant le contenu de l'ouvrage, je voudrais quand même dire que le ministère de la Justice est très intéressé pour passer une commande substantielle, voilà, pour le mettre à la disposition des auditeurs de justice, l'avoir au niveau du ministère. Voilà, et parfois quand on reçoit certaines visites, c'est un cadeau qu'on peut donner. Mais l'ouvrage reste cher. Je ne sais pas si le docteur Diallo est là, mais on ne peut pas vendre un livre à 25 000. Ce n'est pas possible. Je suis qu'actuellement, si vous faites les statistiques de vente, vous ne dépasserez pas 20 ventes. Moi, je connais les livres, on vend les livres. Je connais, vous ne dépasserez pas 20 ventes. Voilà. Et donc, non, mais je pense que voilà, le plus important, quand un auteur écrit, c'est d'être lu. Ce n'est pas d'être vendu, c'est d'être lu. Et pour qu'un auteur puisse être lu, il faut que l'ouvrage soit financièrement accessible. Un livre de 25 000 au Sénégal, on ne l'achète pas. En dehors des magistrats qui sont bien payés, entre guillemets, mais
C'est pour taquiner. Mais je pense que, non, il faut quand même qu'il revoie le livre. Le volume du livre ne l'explique pas. Moi, mon dernier livre, il fait 600 pages, mais j'ai tenu à ce qu'on le vende à 10 000 francs. Sauf s'ils ont ajouté 5 000 francs entre temps. Voilà, je dis, je ne veux rien gagner, mais bon, on vend le livre, 18 francs, pour qu'au moins le livre puisse être acheté. Donc, commande du ministère de la Justice, à condition que le prix soit revu à la baisse, ou bien qu'on nous fasse un prix spécial, quoi. Voilà, prix grosse commande, quoi. Voilà. Maintenant, merci. Maintenant, je dois dire que le thème, le sujet du livre, le procureur de la République, la pratique du parquet, je pense que le sujet porte sur une institution, le parquet, un organe, le procureur, une personne qui constitue, à mon avis, ce que j'appellerais la porte d'entrée dans la justice. Ou une porte d'entrée dans la justice, en tout cas. Quand on entre dans la justice, souvent une des portes, c'est par le procureur. C'est pour ça que, maître, j'en conviens avec vous, il faudrait que la porte d'entrée de la justice soit bien perçue par le citoyen. C'est le thème du procureur et l'ouvrage nous y invite, qui nous permet d'entrer dans la justice pénale. Mais au-delà, dans toute la justice. Et d'ailleurs, il y a un aspect très important dans mon ouvrage. Vous montrez très remarquablement dans l'ouvrage que les pouvoirs ou l'office du procureur ne se limite pas au pénal. Et qu'il y a bien d'autres attributions du parquet dans des domaines qui ne sont pas du registre du domaine pénal. Mais je pense que quand on parle de procureur, c'est surtout la justice pénale qui est concernée, au principal. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la justice pénale, c'est la justice la plus connue. La plupart des citoyens d'ailleurs croient que la justice, c'est la justice pénale. Quand vous dites je suis avocat, on vous dit j'ai un cousin, on l'a arrêté parce qu'il fumait du chanvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que parfois c'est peut-être un avocat qui ne fréquente même plus le code de procédure pénale. Parce que voilà, il est dans les affaires et ça. Quand vous dites justice, pour les Sénégalais, la justice, c'est la justice pénale. Et d'ailleurs, les critiques qui sont articulées à la justice, les critiques qui sont formulées à l'endroit de la justice, portent principalement sur la justice pénale. C'est la justice qui est critiquée. C'est le procureur à trop de pouvoir. Il y a de longues détentions. Oui, les condamnations sont trop sévères. Voilà, les critiques portent sur la justice pénale. C'est pour ça aussi que je pense qu'il nous faut faire extrêmement attention à la justice pénale. C'est pour ça que je considère que votre travail de réflexion est salutaire. Parce que c'est ce que vous faites qui est difficile. Il fallait poser les problèmes, les identifier, les analyser, poser les avantages, les inconvénients, exposer les solutions qui sont prévues par les textes, montrer les limites de ces solutions, faire des propositions. C'est ça qui est difficile. Très difficile. Parce que souvent les gens ils font pas ça. Les gens ils sont pour ou contre. Ils sont d'accord ou pas d'accord. Ils trouvent que c'est bon ou c'est mauvais. Les gens sont dans une perspective manichéenne. Alors que les choses ne s'analysent pas dans une perspective manichéenne. Les choses sont plus complexes, pour ainsi dire. Et il faut le sens de la nuance, le sens de la relativisation, le sens de la critique pour analyser les choses. Et je trouve que ça, c'est présent, et c'est bien présent dans l'ouvrage. Votre ouvrage porte essentiellement sur le parcours, vous l'avez dit, du travail du procureur. Et le travail du procureur, à mon avis, est un instrument de mesure de la qualité de la justice. J'allais même dire c'est un baromètre, voire le baromètre du fonctionnement de la justice. Et souvent, quand on aborde la question du procureur, ce qui préoccupe les citoyens, et je vous l'assure, ça préoccupe aussi le garde des Sceaux que je suis, c'est l'article 63 du Code de procédure pénale, que vous citez d'ailleurs. En cas de flagrant délit, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur de la République met l'inculpé sous mandat de dépôt après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. Ici, c'est lorsque on est en cas de flagrant délit et que le procureur ne saisit pas le juge d'instruction. Il y a d'autres cas où il peut saisir le juge d'instruction. Et tout ça pose, à mon avis, un problème. C'est le pouvoir
du procureur. Vous évoquez vraiment beaucoup de questions sur le procureur de la République, le parquet, mais ici il y a une question à mon avis qui est à la fois centrale, focale, mais aussi sensible. C'est les pouvoirs du procureur. Et j'entends souvent les gens dire, notamment le bâtonnier de l'ordre des avocats, les procureurs ont trop de pouvoir. Mais quand il m'arrive de regarder les textes et d'écouter aussi maintenant les citoyens, et d'observer moi aussi la pratique des parquets à partir des postures où je suis, et que j'entende aussi les plaintes des citoyens, parce que le ministère de la Justice, c'est un tribunal non judiciaire. C'est un tribunal où des citoyens écrivent une demande d'audience, rencontrent le ministre de la Justice pour discuter, pour exprimer leurs plaintes, notamment sur le fonctionnement de la justice. Et il faut bien les écouter, parce que moi je ne suis pas ministre de la loi, je suis ministre de la Justice. Souvent, il faut au moins les écouter. Bon, ils abordent beaucoup de questions, parfois sur la justice commerciale, la justice civile, etc. Mais souvent, les problèmes portent sur la justice pénale. Et il arrive souvent que des citoyens soient justement arrêtés pour des cas de flagrant délit et présentent plus ou moins des garanties de représentation, mais qu'ils font l'objet de mandats de dépôt. Et souvent, c'est des coups de téléphone, c'est des trucs, etc. Oui, il est cadre dans telle entreprise, il y a un tour de flagrant délit, est-ce qu'on peut le laisser? Quand on aura besoin de lui, il faut le convoquer, etc. etc. Et donc, moi, j'ai l'impression parfois que, maître, les procureurs n'ont pas trop de pouvoir, mais c'est l'usage qui est fait de leur pouvoir. L'usage qui est fait de la façon dont ils exercent leur pouvoir. Tout à l'heure, d'ailleurs, l'auteur Diallo disait que quand il arrive quelque part, parfois on lui dit « mais voilà, votre prédécesseur ne faisait pas comme ça ». Et aujourd'hui, entre nous, moi je reçois des rapports des différents parquets du Sénégal, mais je vois qu'il y a une sorte de, comment dire, de différence, de contraste sur la manière dont fonctionnent les parquets. Sur la manière dont la politique pénale est mise en œuvre. C'est pour ça que j'ai bien noté ce que vous disiez tout à l'heure, sur peut-être la nécessité d'avoir peut-être un manuel de procédure pour plus ou moins harmoniser les pratiques, à défaut de les uniformiser. Bon, maintenant, le problème, voilà, quelle va être la valeur juridique peut-être d'un manuel de procédure, reste à savoir. Peut-être que le contenu de ce que vous appelez manuel de procédure pourrait être dans le cadre circulaire. Voilà, mais encore que, voilà, une circulaire aussi, parce que même les circulaires, maintenant, on a fait. D'ailleurs, je reproche un peu à l'ouvrage de n'avoir pas été rafraîchi. Parce que, bon, vous citez beaucoup de circulaires. D'ailleurs, moi-même, ça m'a permis de connaître des circulaires que je ne connaissais pas. Parce que j'ai vu que vous avez fait une sorte de répertoire des circulaires. Mais il y a des circulaires de 2017-2018 que je n'ai pas revu ici. Voilà. Il y a la circulaire sur la carte. Par exemple, oui, la présence de l'avocat de l'interpellation, voilà. Il y a cette circulaire. Bon, j'ai vu aussi que le décret relatif au ministère de la Justice date de 2018. Il y a un nouveau décret. Et donc, celui qui est là est dépassé. Voilà, je pense que bon, ça sont des aspects qui peuvent être rafraîchis pour l'ouvrage. Et donc, voilà, j'étais en train de dire, et je vais terminer par là, que je pense que les procureurs, à mon avis, n'ont pas tout pouvoir. Quand on regarde le niveau de développement de notre pays, quand on regarde aussi, parfois, je suis au regret de le dire, l'attitude de défiance des citoyens vis-à-vis de l'autorité. Quand on voit parfois aussi l'indiscipline que nous observons dans notre pays, je ne pense pas que les procureurs aient trop de pouvoir. Mais je pense qu'il est possible de revoir l'utilisation de ces pouvoirs, l'usage de ces pouvoirs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour beaucoup de questions qui se posent, et je vais juste en citer une, qui est vraiment une de mes préoccupations, c'est la détention préventive. Donc, à mon avis, aujourd'hui, la détention préventive dans notre pays devrait être revue, notamment les pouvoirs du procureur. Peut-être qu'il y a d'autres aspects, mais aujourd'hui, on ne parle que du procureur. Et je pense que si on recentre la détention dans sa vocation originelle, orthodoxe, le nombre de dérives ou le nombre de problèmes que les avocats, notamment, ou les organisations des droits de l'homme dénoncent, on peut les régler. Je pense. Aujourd'hui, je pense que pour ce qui concerne la détention préventive, on peut vraiment voir les cas dans lesquels il faut mettre sous mandat de dépôt. Les voir.
Il y a des pays, comment on a réglé la question, les gens ont fait des réformes de texte. Moi, je pense que dans notre pays, si on parvient à encadrer les pouvoirs des procureurs, ou bien à amener les procureurs à s'autoréguler, parce que finalement, c'est de cela, c'est de ces deux qu'il s'agit. Hein. Pour moi, il faut donner des circulaires et après laisser aux procureurs la latitude de mettre en œuvre les textes. Parce que moi aussi, je suis respectueux de l'indépendance des procureurs. Mais ça, je pense que pour qu'on puisse le réussir, il faudrait que nous arrêtions une doctrine à travers, vous parlez de manuel de procédure, de circulaire, et que cela soit mis en œuvre dans le cadre des parquets, et qu'on fasse des évaluations, et qu'on essaie de voir des ajustements. Parce que si on ne le fait pas, il y a des pays hein, autour du Sénégal qui ont eu ces problèmes-là parfois, où le régime de la détention était critiqué, ou parfois il y a des cas de longue détention, parce que le procureur, soit c'est le mandat de dépôt qui délivre avec des retours de parquet, cela est critiqué, soit il saisit le juge d'instruction dans des cas où ça ne se justifie pas, et ça aussi ça retarde la procédure et nous amène à des cas de longue détention, et nous amène surtout à un problème que nous avons, et que les magistrats peut-être ne vivent pas directement, c'est la surpopulation carcérale. Parce que nous, chaque fois qu'il y a des problèmes, certains problèmes en amont, en aval, on a un problème, on surveille les prisons. Parce qu'il y a des risques de mutinerie, il y a des risques de révolte, il y a des risques de grève de la faim, comme on le voit. Et souvent, ce n'est que ça qui est donné dans la presse. Et donc souvent, voilà, on raconte la presse à partir de mauvais épiphénomènes. Il y a beaucoup de choses qui marchent très bien dans la justice, on n'en parle pas. Mais il suffit qu'il y ait des gens qui ont fait 6 ans en prison sans être jugés. Parfois, ils sont 6 ou 7 personnes. Et puis, c'est ça qu'on présente dans la presse. Et ça renvoie parfois une image négative de la justice. Ce qui n'est pas fondamental parfois. C'est vraiment dans quelques cas individuels. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que au lieu d'essayer de faire ce qui a été fait dans les autres pays, parce que dans les autres pays, les gens ont changé les lois. On dit, voilà, on l'a fait au Sénégal, la détention en matière correctionnelle ne peut pas dépasser plus de 6 mois. Aujourd'hui, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, la détention en matière criminelle est encadrée. C'est 1 an. Ouais. On est allé au Maroc, d'ailleurs, c'est 6 mois. 6 mois, quand un individu commet un crime, vous le jugez ou bien vous le libérez, même si l'instruction doit continuer. Ici aussi, on peut dire, bon, si on a encore des problèmes voilà, avec les mandats dépôt, si on a encore un problème avec des cas de longue détention, c'est vrai qu'on a quelques cas de longue détention, c'est pas trop important, mais il y en a quand même. Je dis, il y a une semaine, on était à 289 cas de longue détention, c'est-à-dire de plus de 3 ans. Mais quand on descend, c'est quand même encore des centaines. Au lieu, je pense, de dire, comme on l'a fait dans notre pays, on va faire une réforme radicale de la loi pour encadrer les pouvoirs du procureur, encadrer les pouvoirs des juges d'instruction, mais je pense qu'on peut, à partir de notre politique pénale, simplement, à partir de notre politique pénale, on peut améliorer, à mon avis, qualitativement les choses. Et je pense que l'intérêt de votre livre, justement, c'est de décrire les choses telles qu'elles se passent, mais d'identifier aussi les problèmes. C'est une sorte de diagnostic, et nous sommes d'accord avec vous hein, sur le diagnostic pour l'essentiel. Et il y a aussi des solutions que vous indiquez. Et les solutions que vous indiquez, le procureur général Diabé en parlait tout à l'heure, bien des recommandations que vous avez formulées sont déjà reprises dans le cadre de comités de modernisation, comité de réflexion sur la modernisation de la justice, où il y avait des magistrats, le bâtonnier de l'ordre des avocats était membre de cette commission, il y avait des organisations de la société civile, les représentants des officiers ministériels qui étaient là, et il y a des propositions, justement, qui sont faites aussi dans le sens des propositions que vous avez faites. Mais je pense que, voilà, en attendant une grande réforme, peut-être que ce serait nécessaire, une grande réforme du code de procédure pénale, principalement, peut-être du code pénal, pour moderniser le parquet. Moi, je vais le dire comme ça, pour ne pas stigmatiser, mais pour moderniser les pouvoirs du parquet et améliorer notamment le statut et les pouvoirs du procureur dans le sens que vous l'indiquez, en attendant cette réforme des textes. Moi, je pense que c'est des choses qui sont aujourd'hui faisables, simplement dans le cadre de notre politique pénale. Donc voilà juste quelques considérations que je vous laisse faire
sur votre ouvrage en réitérant la volonté que cet ouvrage soit disponible dans les tribunaux, dans les juridictions de façon générale, disponible au niveau des universités. Voilà, mais pour ça, il faudrait, je pense, qu'on envisage sérieusement avec l'éditeur d'abaisser le prix de l'ouvrage. Je voudrais, pour terminer, vous féliciter encore pour cette production intellectuelle de qualité et dire à tous merci.